Été 1462. Tu es un soldat ottoman dans la plus puissante armée du monde. Tu as conquis Constantinople, tu as fait tomber des empires. Tu marches maintenant vers une petite principauté appelée Valachie pour écraser un prince rebelle. Ça devrait prendre des semaines, peut-être même quelques jours. Et puis tu sens l'odeur, la mort, la pourriture et quelque chose d'autre que tu n'arrives pas vraiment à identifier. Ta colonne ralentit, les éclaireurs se sont arrêtés. Et quand tu contournes la colline près de la capitale, tu le vois, une forêt. Mais ce ne sont pas des arbres, ce sont des êtres humains. 20 000 d'entre eux, tes frères, tes camarades, hissés sur des pieux en bois, disposés en rangées géométriques parfaites à perte de vue. Certains sont morts depuis des semaines, leur corps gonflé et noirci. D'autres bougent encore, respirent encore, hurlent encore. Ton sultan, l'homme qui a conquis l'empire byzantin, jette un seul regard et fait demi-tour avec toute son armée. Quel genre d'esprit peut créer une chose pareille? Et voici la partie qui devrait vraiment te terrifier. Ce n'était pas de la folie, c'était une stratégie, froide, calculée et terriblement efficace. L'histoire que tu crois connaître sur Vlad l'Empaleur, c'est un mensonge. Pas parce que ça n'est pas arrivé, mais parce que la vérité est tellement pire. Voici le récit complet de la façon dont un seul homme a transformé la souffrance humaine en une arme si puissante qu'elle a changé la destinée des empires. Et à la fin, tu comprendras pourquoi la véritable horreur n'était pas ce qu'il faisait au corps, mais ce qu'il faisait aux esprits. Commençons par une question que personne ne pose jamais. Qu'est-ce qui brise complètement un être humain au point de le rendre capable de ça? L'année est 1442. Vlad a 11 ans, son père, Vlad II Dracule, Vlad le Dragon, vient de conclure un pacte avec le diable. Pas au sens figuré, un vrai pacte, avec un nom, le sultan Mourad II de l'Empire ottoman. Le marché est simple. Vlad II garde son trône en Valachie. En échange, il livre ses 2 plus jeunes fils en otage, une garantie vivante de sa loyauté. Alors le jeune Vlad et son frère Radu sont arrachés à leur foyer et livrés au cœur de l'Empire ottoman. Pas comme des prisonniers dans des cachots, mais comme des invités au palais d'Édirne, puis plus tard à Andrinople. Ils reçoivent de beaux vêtements, une éducation, un entraînement militaire. On leur enseigne le turc, l'arabe, la philosophie et le Coran. En surface, cela ressemble à un privilège, mais voici ce que les livres d'histoire passent souvent sous silence. Ce n'était pas une éducation, c'était une guerre psychologique. Vlad a passé ses années décisives de 11 à 17 ans à observer ses geôliers perfectionner l'art de construire un empire. Il a étudié comment les Ottomans utilisaient la peur comme outil de gouvernement. Il a été témoin d'exécutions publiques conçues non seulement pour punir, mais pour traumatiser des populations entières et les soumettre. Il a appris que la terreur, quand elle est appliquée avec une précision chirurgicale, est bien plus efficace que n'importe quelle armée. Et il a appris autre chose, il était totalement impuissant, tandis que son jeune frère Radu s'adaptait, allant même jusqu'à nouer une amitié proche avec le fils du sultan, Mehmed, Vlad refusait de plier. Selon les registres de la cour ottomane, il était fréquemment puni pour son insoumission. Certains récits laissent entendre qu'il fut battu, peut-être torturé. Les détails exacts se sont perdus dans l'histoire, mais une chose est certaine. Quelque chose de fondamental s'est brisé en lui durant ces années. Ou, plus précisément, quelque chose s'est cristallisé. Il a développé ce que les psychologues modernes pourraient appeler un complexe de persécution combiné à un besoin obsessionnel de contrôle. Mais il l'a canalisé. Chaque punition qu'il subissait, il l'étudiait. Chaque technique de torture qu'il voyait, il la mémorisait. Il construisait pièce par pièce un arsenal mental. En 1448, après 6 ans de captivité, Vlad retourne enfin en Valachie. Il a 17 ans. 2 mois plus tard, son père est assassiné par des boyards rivaux, ces nobles qui jouaient sur les 2 tableaux entre Ottomans et Hongrois. Son frère aîné, Mirça, est enterré vivant. Vlad se retrouve seul, entouré d'ennemis, sans aucun appui.
Et c'est là que l'histoire devient vraiment intéressante. Il ne voulait pas simplement se venger, il voulait refaçonner le monde à l'image de son traumatisme. Il allait prendre tout ce que les Ottomans lui avaient enseigné sur la terreur et le perfectionner jusqu'à en faire quelque chose qu'il n'avait jamais vu. Mais d'abord, il dut attendre. Pendant 6 années supplémentaires, Vlad vécut en exil, complotant, planifiant, étudiant les tactiques militaires et les manœuvres politiques. Et en 1456, avec le soutien hongrois, il s'empara enfin du trône valaque. Le monstre était sur le point de naître. Si tu es fasciné par les points de rupture psychologique documentés qui ont créé les personnages les plus notoires de l'histoire, abonne-toi. On ne fait que commencer à voir comment ce garçon brisé est devenu quelque chose de bien pire que tout ce que ses geôliers avaient pu imaginer. Le banquet du couronnement de Vlad en 1456 aurait dû être une célébration. Il est devenu le modèle de tout ce qui allait suivre. Il invita les familles des boyards, ces mêmes nobles qui avaient organisé l'assassinat de son père et fait enterrer vivant son frère. Des centaines d'entre eux arrivèrent dans leurs plus beaux habits, persuadés qu'ils venaient prêter serment de fidélité au nouveau prince. La grande salle était décorée. Le vin coulait à flots. Puis, au milieu du festin, Vlad se leva et posa une question toute simple. « Combien de princes de Valachie avez-vous vu défiler ?» Les plus âgés répondirent fièrement. 7, 10, certains prétendaient en avoir connu une douzaine. Ils se vantaient de leur survie, de leur habileté politique, de leur capacité à survivre à n'importe quel prince assis sur le trône. Vlad sourit. Puis il donna un ordre. Tous les boyards qui avaient répondu furent arrêtés sur le champ. Mais voici où l'on voit l'esprit méthodique à l'œuvre. Il ne les exécuta pas tout de suite. Il les divisa en 2 groupes selon leur âge et leur état de santé. Les plus vieux, les véritables architectes de la destruction de sa famille, furent empalés immédiatement, juste devant les murs du palais. Pas rapidement, les pieux furent soigneusement insérés pour éviter les organes vitaux, de façon à ce qu'ils meurent lentement, sur des heures, voire des jours. Leurs cris servirent de bande-son à ce qui suivit. Les plus jeunes, les plus forts, les boyards et leurs familles furent déshabillés de leurs vêtements nobles et forcés de marcher 50 miles vers le nord, jusqu'aux ruines du château de Poenari. Là, on leur donna un choix qui n'en était pas vraiment un: reconstruire la forteresse à main nue ou mourir. Pendant des mois, ils transportèrent des pierres sur la montagne. Ils travaillèrent jusqu'à ce que leurs mains saignent, jusqu'à ce que leurs beaux habits pourrissent sur eux, jusqu'à ce qu'ils s'effondrent d'épuisement. La plupart moururent pendant la construction. Ceux qui survécurent ne furent plus jamais les mêmes. Vlad avait efficacement rayé la vieille noblesse de la carte et l'avait remplacée par une nouvelle classe qui lui devait tout et vivait dans une terreur absolue à l'idée de lui déplaire. Ce n'était pas seulement de la vengeance. C'était un démantèlement systématique de la structure de pouvoir qui rendait la Valachie faible. Et cela révélait quelque chose d'essentiel sur la psychologie de Vlad. Il ne voulait pas simplement l'obéissance. Il voulait briser les gens si complètement que l'obéissance devienne leur seule réponse possible. Mais ceci n'était encore que de la politique intérieure. Les boyards étaient valaques. Ce que Vlad fit ensuite allait envoyer des ondes de choc à travers les empires. En 1459, le sultan Mehmed II, oui, le même Mehmed qui avait été son compagnon d'enfance, envoya des émissaires en Valachie pour exiger le tribut annuel que le père de Vlad avait accepté de payer. La demande s'accompagnait d'une insulte supplémentaire. Vlad devait se présenter personnellement à Constantinople pour renouveler son serment de vassalité. Les émissaires arrivèrent en s'attendant au théâtre politique habituel. Peut-être une négociation, peut-être une contre-proposition. Ce qu'ils reçurent fut un avant-goût de l'enfer. Quand ils entrèrent dans la cour de Vlad et refusèrent d'enlever leur turban, une véritable coutume religieuse dans le protocole ottoman, Vlad leur demanda d'expliquer leur tradition. Ils le firent, probablement soulagés qu'ils semblent s'intéresser plutôt qu'offensés. Vlad hocha la tête d'un air pensif, puis il prononça des mots qui durent leur glacer le sang. « J'ai du respect pour un homme qui honore sa foi
avec autant de constance. Permettez-moi de vous aider à l'honorer pour toujours. » Il ordonna à ses gardes de clouer les turbans directement sur leur crâne. Pense à la précision de cette cruauté. Il ne les tua pas. Il les mutila d'une façon à la fois symboliquement chargée et médicalement calculée pour qu'ils survivent au voyage de retour jusqu'à Constantinople. Ils étaient des messages ambulants, leurs cris résonnant à travers la campagne, tandis qu'ils fuyaient vers le sultan. Quand Mehmed reçut ses émissaires, ces hommes qu'il avait envoyés de bonne foi, désormais défigurés à jamais et à moitié fous de douleur, il comprit immédiatement que ce n'était plus l'ami d'enfance dont il se souvenait. C'était quelque chose de nouveau, quelque chose qui avait pris les leçons ottomanes sur la terreur et les avait fait évoluer vers quelque chose que même les Ottomans n'avaient-ils pas imaginé. La guerre était désormais inévitable, mais avant cette guerre, Vlad avait encore d'autres messages à envoyer. Voici ce que la plupart des gens ne comprennent pas à propos de l'empalement. Ce n'était pas simplement une exécution, c'était de l'ingénierie. L'image courante, un pieu enfoncé droit à travers le torse, tuerait presque instantanément. Cela détruirait tout le but recherché. La méthode de Vlad était bien plus sophistiquée et infiniment plus cruelle. D'après les analyses médicales contemporaines, des descriptions et des récits ottomans qui nous sont parvenus, voici comment cela fonctionnait réellement. D'abord, la victime était allongée face contre terre. Le pieu, soigneusement choisi, arrondi à la pointe et abondamment huilé, était inséré par l'anus. Mais voici le détail crucial. Il était inséré selon un angle précis, conçu pour éviter tous les organes majeurs et les gros vaisseaux sanguins. La victime était ensuite lentement redressée, et la gravité faisait le reste. Au fil des heures, parfois des jours, le poids du corps faisait progressivement remonter le pieu à travers le torse. Le trajet était calculé pour éviter le cœur, les poumons et les grosses artères. Dans certains cas documentés, le pieu finissait par ressortir par l'épaule ou la poitrine, mais la victime pouvait rester en vie jusqu'à 3 jours. Pourquoi cette méthode ? Parce que Vlad comprenait quelque chose que les experts modernes de la guerre psychologique confirment aujourd'hui. Assister à une souffrance prolongée est exponentiellement plus traumatisant que d'assister à une mort rapide. Une décapitation sur le champ de bataille est horrible, mais brève. L'empalement était une performance qui durait des jours, avec des cris qui pouvaient s'entendre dans des vallées entières. Mais l'acte physique n'était qu'une partie du tout. Le vrai génie, si on peut employer ce mot de façon aussi perverse, résidait dans la mise en scène. Quand Vlad empalait des victimes, il le faisait sur les places publiques, le long des grandes routes, devant les portes des villes, partout où cela maximisait la visibilité. Il savait que le bouche à oreille et les rumeurs multiplieraient l'impact psychologique bien au-delà du nombre réel de victimes. Un empalement vu par 100 personnes créait 100 conteurs, chacun racontant l'histoire à 100 autres. Et il affinait constamment le symbolisme. Les pieux avaient des hauteurs différentes selon le rang. Les paysans près du sol, les nobles plus hauts réservés aux commandants ennemis. Cela créait une hiérarchie visuelle grotesque qui renforçait son message. Chacun a sa place dans mon monde et chacun souffrira selon son rang. Dans certains récits, il disposait les victimes empalées en motifs géométriques, cercles, étoiles, anneaux concentriques. Ce n'était pas du sadisme aléatoire, c'était une démonstration de maîtrise absolue. Cela disait « J'ai tellement de pouvoir que je peux transformer la souffrance humaine en œuvre d'art. » Il y a un pamphlet allemand de 1462, certes de la propagande, mais basé sur des témoignages oculaires de marchands saxons en Valachie, qui décrit Vlad en train de dîner au milieu des empalés. Il aurait fait dresser une table au centre d'un champ de pieux, manger ses repas entouré d'hommes agonisants et semblait apprécier l'expérience. Que cet incident ait eu lieu exactement comme décrit reste sujet à débat. Mais ce qui ne fait aucun doute, c'est le message psychologique. Je suis tellement au-delà de votre compréhension du comportement humain que votre horreur ne m'atteint même pas. Les Saxons, qui avaient des relations compliquées avec Vlad, firent circuler ces pamphlets à grande échelle. Ce furent parmi les premières histoires d'horreur produites en masse en Europe,
accompagnées de gravures sur bois. Ces images, rudimentaires mais efficaces, se répandirent dans toute l'Europe et fixèrent la réputation de Vlad. Mais voici la question que personne ne posait. Est-ce que tout cela fonctionnait? La terreur était-elle vraiment une stratégie militaire efficace? Ou Vlad n'était-il qu'un sadique doté de pouvoir? La réponse arriva durant l'été 1462, et elle prouva que les méthodes de Vlad n'étaient pas seulement efficaces, elles étaient dévastatrices. Le sultan Mehmed II en avait assez. Dès le début de 1462, Vlad avait non seulement refusé de payer le tribut, mais il avait lancé des raids en profondeur sur le territoire ottoman au sud du Danube. Au cours d'une campagne particulièrement brutale, il traversa la frontière avec une petite force et, selon sa propre lettre au roi de Hongrie, tua plus de 23 000 personnes. Il tenait même un décompte, classant les victimes par âge et par sexe. Mehmed, qui avait conquis Constantinople à 21 ans, écrasé révolte sur révolte et qui commandait la machine militaire la plus puissante du monde, décida de s'occuper personnellement du problème valaque. Au printemps 1462, il rassembla une armée estimée entre 60 000 et 90 000 hommes. Même les estimations les plus prudentes indiquent plus du triple de la population masculine en âge de combattre de toute la Valachie. Ce n'était pas une invasion, c'était une extermination. Vlad n'avait peut-être que 20 à 30 000 hommes au total, beaucoup étant des paysans conscrits peu entraînés. Une bataille conventionnelle aurait été un massacre. Alors Vlad fit exactement ce qu'il préparait depuis l'enfance. Il refusa de livrer une bataille conventionnelle. À mesure que l'armée ottomane pénétrait en Valachie, elle ne trouva rien. Des villages vides, des puits empoisonnés, des champs incendiés, chaque source potentielle de nourriture et d'eau avait été systématiquement détruite. Vlad avait ordonné à son propre peuple d'abandonner ses maisons et de se replier dans les forêts et les montagnes en emmenant le bétail. Les lignes d'approvisionnement ottomanes s'étiraient de plus en plus et puis commencèrent les raids nocturnes. Ce n'étaient pas des escarmouches ordinaires. Vlad avait entraîné des unités spécialisées à la guérilla. De petits groupes d'hommes, peut-être 50 à 100, frappaient les camps ottomans en pleine nuit, tuaient les sentinelles, mettaient le feu, puis disparaissaient avant toute riposte organisée. Ils visaient les chariots de ravitaillement, les bêtes de somme, les dépôts de munitions. Le but n'était pas de vaincre l'armée, c'était de la rendre paranoïaque, épuisée et démoralisée. Mais le chef-d'œuvre arriva dans la nuit du 17 juin 1462. Vlad avait appris, grâce à des soldats ottomans capturés, que le sultan Mehmed, en personne, campait près de Targoviste avec sa garde personnelle, les célèbres janissaires. C'était une occasion qui ne se représenterait jamais. Vlad mena lui-même une force d'environ 10 000 hommes dans ce qu'on appelle aujourd'hui l'attaque de nuit. Sous le couvert de l'obscurité, ils infiltrèrent l'immense camp ottoman avec un seul objectif, tuer le sultan. Les récits contemporains décrivent un chaos absolu. Les Valaques portaient des uniformes ottomans capturés et connaissaient assez de Turcs pour semer la confusion. Ils mirent le feu aux tentes, firent paniquer les chevaux et ciblèrent spécifiquement la zone où se trouvait le pavillon du sultan. Ils passèrent à quelques mètres de Mehmed lui-même, certains historiens pensant même que Vlad et le sultan se virent brièvement à travers le camp en flammes. Mais les janissaires tinrent bon, formant un cercle défensif autour de leur maître. Après des heures de combat au corps à corps, Vlad comprit qu'il ne pouvait pas percer. Il ordonna la retraite et ses hommes disparurent dans la nuit aussi soudainement qu'ils étaient apparus. Les pertes ottomanes furent relativement légères, peut-être 2000 tués, même si les sources ottomanes minimisent les chiffres. Mais le dommage psychologique fut catastrophique. Le sultan de l'Empire ottoman, au milieu de sa propre armée, avait failli être tué par un ennemi très largement inférieur en nombre qui avait frappé de nulle part et disparu comme des fantômes. Les commandants de Mehmed furent ébranlés, ses soldats étaient épuisés et ils étaient encore à des semaines de Constantinople, marchant à travers un paysage mort où chaque ombre pouvait cacher un ennemi. Et puis ils arrivèrent près de la capitale et ils virent ce que Vlad leur avait préparé.
Aucune description écrite ne peut capturer pleinement ce que l'armée de Mehmed découvrit en approchant de Targovishte fin juin 462. Mais essayons quand même. Imagine que tu es un soldat ottoman. Tu marches depuis des semaines à travers une terre brûlée. Tu as faim, tu es épuisé, nerveux à cause des raids nocturnes constants. Tu n'as pas vu l'ennemi depuis des jours. Ils ont simplement disparu. Ça devrait être bon signe. Mais ça ressemble à un piège. En approchant de la capitale Valak, l'odeur te frappe en premier. Si tu as déjà senti un animal mort pourrir en plein été, multiplie ça par des milliers, puis ajoute l'odeur douceâtre et écœurante de la chair humaine en décomposition. Elle est si épaisse que tu peux la goûter. Et ensuite tu les vois, les pieux. D'abord un, puis 10, puis 100. Puis tu réalises qu'il n'y a pas de fin. Ils s'étendent jusqu'à l'horizon dans toutes les directions. Les récits contemporains disent que ce champ de corps empalé s'étendait sur près de 2 miles de long et plus d'un demi-mile de large. Les historiens modernes débattent du chiffre exact. Les sources ottomanes, probablement pour minimiser la propagande, parlent de 10 000. Les sources valaques et hongroises montent jusqu'à 20 000. La vérité se situe probablement entre 15 000 et 20 000 corps empalés. Mais voici ce qui te donne la chair de poule. Ce n'était pas aléatoire. Les pieux étaient disposés en motifs géométriques précis, cercles concentriques rayonnant depuis la capitale, rangés bien ordonnés. Dans certaines zones, ils formaient des motifs en étoiles visibles depuis des points élevés. Vlad avait passé des semaines, peut-être des mois, à préparer cela. Il avait capturé des soldats ottomans et des sympathisants lors de raids et d'escarmouches antérieures. Il les avait gardés en vie exprès pour cet instant. Certains corps étaient tête-morts depuis des semaines, pourrissant sous la chaleur de l'été. D'autres avaient été empalés plus récemment. Et selon plusieurs sources, certains étaient encore vivants. Le chroniqueur byzantin Laonikos Chalkokondyles, qui a interrogé des témoins oculaires, écrivit que les gémissements des mourants pouvaient s'entendre sur tout le champ. Certains avaient été empalés depuis des jours, leur corps se consumant lentement, trop faibles pour crier mais encore conscients. Les troupes ottomanes, des vétérans endurcis qui avaient conquis des villes et massacré d'innombrables ennemis, auraient commencé à vomir. Certains refusèrent d'avancer davantage. D'autres désertèrent de la nuit, préférant risquer l'exécution plutôt que de continuer à travers ce cauchemar. Et au centre, sur le plus haut pieu de tous, se trouvait Hamza Pacha, un haut commandant ottoman capturé lors d'une escarmouche précédente. Son corps, encore vêtu des restes de sa tenue militaire, était tourné directement vers l'axe d'approche du sultan. Un message personnel de Vlad à Mehmed. « Voici ce que je fais à vos meilleurs hommes. Imagine ce que je te ferai à toi. » Le sultan Mehmed II, l'homme qui avait vu les murailles de Constantinople s'effondrer sous ses canons, qui avait ordonné sa part de massacre et d'exécution, aurait arrêté son cheval et regardé en silence pendant plusieurs minutes. Les différentes sources rapportent des versions différentes de sa réaction, mais la plus largement acceptée vient de Chalkokondyles. Il n'est pas possible de priver de son pays un homme qui a accompli de si grandes choses, qui sait utiliser son pouvoir de cette manière. Un homme capable de telles choses vaut beaucoup. Ce n'était pas un compliment, c'était une reconnaissance. Le sultan admettait qu'il faisait face à quelque chose qu'il ne comprenait pas entièrement. Un esprit qui avait pris les méthodes ottomanes et les avait poussées jusqu'à un niveau que même les Ottomans ne pouvaient égaler. La situation militaire se dégradait déjà. Les lignes d'approvisionnement étaient trop étirées. Les tactiques de terre brûlée avaient fonctionné. Les raids nocturnes avaient détruit le moral. Les propres commandants du sultan lui conseillaient la retraite. Mais la forêt des Empalés fut le point de rupture psychologique. Elle prouva que la pensée militaire conventionnelle ne s'appliquait pas ici. Vlad n'essayait pas de gagner des batailles. Il essayait de briser les esprits. Et ça marchait. Quelques jours plus tard, Mehmed ordonna une retraite générale. Il laissa un contingent sous les ordres du jeune frère de Vlad, Radu, pour continuer à harceler Vlad. Mais le sultan lui-même repartit avec l'armée principale.
La force militaire la plus puissante du monde avait envahi une toute petite principauté avec des forces écrasantes et avait été repoussée non par une défaite militaire, mais par la pure guerre psychologique. Vlad l'Empaleur avait gagné. Mais l'histoire ne s'arrête pas là, car ce qui suivit révèle la tragédie ultime. La terreur, aussi efficace soit-elle à court terme, finit toujours par dévorer celui qui l'utilise. Tu pourrais penser que repousser l'Empire ottoman ferait de Vlad un héros dans l'Europe chrétienne. D'une certaine façon, oui. Le roi de Hongrie et le pape louèrent sa défense de la chrétienté. Mais voici ce qu'ils ne comprirent pas. Vlad ne pouvait pas s'arrêter. Les méthodes qui avaient vaincu les Ottomans ne s'arrêtèrent pas aux Ottomans. Il les utilisa contre tout le monde. Fin 1462, Vlad empalait des marchands valaques pour hausse des prix. Il empalait des boyards soupçonnés de déloyauté sur la base de rumeurs. Il empalait des villages entiers pour des infractions mineures. L'outil qu'il avait forgé pour vaincre un ennemi supérieur était devenu son seul outil pour tout. Sa position politique se dégrada très rapidement. Son frère Radu, soutenu par l'or et les soldats ottomans, se présenta comme l'alternative raisonnable. Le soutien hongrois s'évapora à mesure que le comportement de plus en plus erratique de Vlad éloignait ses alliés. En novembre 1462, quelques mois seulement après son plus grand triomphe, Vlad fut forcé de fuir en territoire hongrois. Et voici l'amère ironie. Il fut emprisonné par son supposé allié, le roi Mathias Corvin, sous des accusations qui restent floues encore aujourd'hui. Certaines sources disent que Mathias fabriqua des lettres pour faire passer Vlad pour un négociateur secret avec les Ottomans. D'autres pensent que Vlad était devenu un tel danger que même ses alliés chrétiens voulaient s'en débarrasser. Il passa 12 ans en captivité hongroise. Pas la captivité brutale de sa jeunesse ottomane, mais une détention confortable, en résidence surveillée. Il épousa même une noble hongroise et eut des enfants. Selon tous les témoignages, il fut un prisonnier modèle. En 1476, l'occasion revint. La Valachie avait sombré dans le chaos sous une série de souverains faibles. Le prince de Moldavie, Étienne le Grand, aida à orchestrer le retour de Vlad sur le trône, soutenu par des troupes hongroises et moldaves. Vlad reprit le pouvoir en novembre 1476. Il eut peut-être 2 mois de règne. En décembre 1476 ou janvier 1477, la date exacte est perdue, Vlad fut tué au combat contre une force ottomane près de Bucarest. Les circonstances restent obscures. Certaines sources disent qu'il fut tué par ses propres hommes, soit par trahison, soit parce qu'ils le prirent pour un ennemi dans la confusion. D'autres affirment qu'il fut submergé par des soldats ottomans. Ce qui est certain, c'est l'après-coup. Sa tête fut tranchée, conservée dans du miel et envoyée au sultan Mehmed à Constantinople comme preuve de sa mort. Après tout cela, la terreur, les empalements, la guerre psychologique, Vlad finit comme un trophée exposé pour être moqué dans la capitale de l'Empire, même contre lequel il s'était battu toute sa vie. Son corps aurait été enterré au monastère de Snagov, sur une île en Roumanie. Les fouilles des années 1930 ont retrouvé une tombe, mais elle était vide. À ce jour, personne ne sait où se trouvent réellement les restes de Vlad. Alors, que faisons-nous de cette histoire ? En Roumanie, Vlad est souvent célébré comme un héros national, un dirigeant brutal mais efficace qui a résisté à des forces écrasantes et préservé l'indépendance. Il y a des statues de lui. Son visage apparaît sur les produits touristiques. Pour le reste du monde, surtout après le roman de Bram Stoker en 1897, Dracula, qui emprunta vaguement son nom et son histoire, Vlad est devenu synonyme de vampirisme et de mal surnaturel, ce qui, d'une façon perverse, nous permet de nous en sortir facilement. Il est plus simple de le penser comme un monstre, quelque chose d'inhumain, que d'affronter la véritable horreur, car la véritable horreur est celle-ci. Tout ce que Vlad a fait était humain, terriblement, effroyablement humain. Il n'est pas né monstre. Il a été créé par un système qui lui a enseigné que le pouvoir passe par la terreur,
que la survie exige une impitoyabilité absolue, que l'empathie est une faiblesse, et il a pris ces leçons et les a poussées jusqu'à leur extrême logique. La forêt des Empalés n'était pas de la folie, c'était de la psychologie appliquée. Les attaques de nuit n'étaient pas de la violence aléatoire, c'était une stratégie militaire de précision. Chaque empalement, chaque mutilation, chaque étalage public de souffrance était un mouvement calculé dans un jeu beaucoup plus vaste. Et voici ce qui devrait t'empêcher de dormir la nuit. Ça a marché. Contre des chances impossibles, en n'utilisant que la terreur calculée, Vlad a repoussé un empire. Il a prouvé que la peur, correctement transformée en arme, pouvait accomplir ce que les armées ne pouvaient pas. La question n'est pas de savoir si Vlad était maléfique, c'est évident. La question est, que dit cela de la nature humaine, que cette méthode ait été si efficace, et quelles autres horreurs calculées se cachent encore dans les ombres de l'histoire, attendant de nous enseigner des leçons que nous préférerions ne jamais apprendre? Si tu veux continuer à découvrir les vérités dérangeantes que les manuels enterrent, abonne-toi, parce que les chapitres les plus sombres de l'histoire ne parlent pas seulement de ce qui s'est passé, ils parlent de comprendre pourquoi ça a marché, et c'est une connaissance que nous ne pouvons pas nous permettre d'oublier.